Alors c'est une saison très chaotique pour la plupart des exploitants, en tout cas des deux tiers nord de la France, ce qui aura peut-être d'ailleurs des impacts sur les intentions d'investissement des prochaines semaines, des prochains mois. On le pressent déjà puisqu'ils ont été un petit peu brutalisés finalement les gestionnaires de camping cette année. On a été entendu par le Premier ministre puisque c'est une ministre de l'économie du tourisme. L'appellation même est en soi déjà une très bonne nouvelle. Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ads spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour Nicolas, merci d'être présent sur notre stand et sur le salon Atlantica pour ce nouvel épisode de Radio Camping. Alors c'est une première, on fait un live sur Instagram et puis voilà, on a amené un micro où on va faire un retour un peu sur la saison et avoir un peu les dernières actus brûlantes de l'HPA. Bonjour Nicolas et merci. Bonjour Johan, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Voilà, j'ai un peu la pression, tu sais, comme à chaque fois où je t'interviewe, mais ça fait plusieurs fois qu'on se prête à l'exercice. Voilà, retour sur la saison. D'abord, j'ai envie de te demander comment s'est passée cette saison 2024 pour l'ensemble de la profession. Alors c'est une saison très chaotique pour la plupart des exploitants, en tout cas des deux tiers nord de la France. On sait que seuls finalement PACA, l'Ardèche sont en hausse, la Corse et l'Occitanie à peu près stables. En réalité, les chiffres INSEE nous ont indiqué il y a quelques jours que la France, dans sa globalité, faisait à peu près la même performance que l'année dernière, puisqu'on est en hausse, je crois, de plus 0,8% des nuitées. Par contre, c'est pas du tout le ressenti de la plupart des campings, puisque dans la très grande majorité des régions, beaucoup d'établissements baissent, avec une forte disparité. Certains même ont fait une très mauvaise saison, moins 15, moins 20%. Mais bon, grosso modo, c'est une saison qui a été, encore une fois, digne de montagnes russes, avec un printemps très en deçà de nos espoirs, avec un mois de juillet très dégradé, et même sur l'arc méditerranéen, il y avait des mobilhomes de vide dans un certain nombre de campings, avec beaucoup d'hébergements, encore une fois, non occupés dans les deux tiers nord de la France. Un chiffre d'affaires également compliqué pour beaucoup d'établissements puisque le fil rouge a vraiment été le pouvoir d'achat. On l'a vu sur le comportement du consommateur avec le choix des emplacements nus qui a été privilégié dans un certain nombre de régions aux hébergements locatifs. Les hébergements locatifs eux-mêmes n'ont pas été loués de la même manière avec le premium qui a souffert et des entrées de gamme qui sont parties plus vite. Les services annexes qui ont également souffert. Donc vraiment une saison compliquée, en tout cas dans le ressenti, dans le vécu des exploitants. Ce qui aura peut-être d'ailleurs des impacts sur les intentions d'investissement des prochaines semaines, des prochains mois. On le pressent déjà puisqu'ils ont été un petit peu brutalisés finalement les gestionnaires de camping cette année. Mais in fine, quand on regarde les choses, le taille plein air parmi les hébergements touristiques collectifs, quand on compare avec l'hôtellerie, avec les villages de vacances, avec les résidences de tourisme, est quand même un mode d'hébergement qui a mieux résisté que d'autres. On a vu les hôtels, même malgré les Jeux Olympiques, qui sont en deçà de leur performance de l'année dernière, alors que les campings sont plutôt stables par rapport à ce constat. Et donc très disparate selon les régions, j'imagine. Tu disais l'arc méditerranéen et Sud Ardèche mieux, mais par exemple, je sais qu'en Bretagne ou en Normandie, ça a été compliqué. Oui, alors que ce soit les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire et la Nouvelle-Aquitaine, enfin toutes les côtes atlantiques et Manche, mer du Nord, sont en baisse par rapport à l'année dernière. Alors le mois d'août a permis de rattraper en partie le retard, mais c'est vrai qu'on était en hausse début avril au global, on était à plus 6% de nuitées. Finalement, on a perdu toute l'avance au cours du printemps. La dissolution a très fortement ralenti la dernière minute. La météo, évidemment, est le facteur fondamental de cette année 2024, parce qu'on est sur l'une des années les plus humides des dernières décennies. Et on sait bien que même si le camping est moins météo-sensible aujourd'hui que dans le passé, il l'est quand même. C'est une activité de plein air. Et on le voit d'ailleurs au cours de ce salon Atlantica qui n'est pas gâté non plus par la météo. C'est vraiment une année d'intempéries. Et ça a pesé forcément sur la dynamique des réservations et de la fréquentation de notre secteur. Après, on dit moins que N-1.
Mais on sait que depuis post-Covid, c'était quand même très dynamique. Donc finalement, on retrouve peut-être des équilibres par rapport à 2019 ou pendant le Covid sur certaines années. Alors bon, on attend les chiffres définitifs de l'INSEE qui paraîtront l'année prochaine, mais c'est vrai. L'année dernière a été une année record, la plus belle année de toute l'histoire de l'hôtellerie de plein air. 141 millions de nuitées, c'était jamais arrivé. On va faire moins, mais on va retomber à 2022, sans doute, quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Et justement, tu disais que tu comparais un petit peu avec les autres secteurs d'activité. Il me semble qu'il y a maintenant une ministre dédiée au tourisme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est une demande ancienne de la profession et de toutes les fédérations du tourisme. D'ailleurs, le lendemain de la nomination de Michel Barnier à Matignon, la Confédération des acteurs du tourisme, dont on fait partie, dont on a la vice-présidence d'ailleurs, a envoyé un courrier au Premier ministre pour lui demander qu'il y ait un ministre ou une ministre de plein exercice. Et on a été entendu par le Premier ministre, puisque c'est une ministre de l'économie du tourisme. L'appellation même est en soi déjà une très bonne nouvelle, puisque ça qualifie le tourisme d'une activité véritablement économique. Souvent, on appréhende le tourisme sous le prisme sociétal, mais moins sous le prisme économique, alors que c'est avant tout une activité économique et sociale. Et pour l'avoir rencontrée avant-hier, je peux vous confirmer que elle connaît bien notre secteur, elle est très sympathique déjà, elle est motivée. Et je pense qu'elle va vouloir faire bouger les lignes et comme elle est très à l'écoute, j'espère qu'elle va pouvoir nous donner la possibilité d'avancer sur certains dossiers qui traînent depuis un certain nombre d'années. Et si le gouvernement de Michel Barnier dure un certain temps, on devrait pouvoir faire un bout de chemin efficace avec elle. D'accord, très bien. Bon, c'est une super actu. D'ailleurs, en termes d'actu, est-ce que tu peux nous dire un peu les sujets chauds du moment? Je crois que il y a la taxe de séjour, il y a des sujets comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors toute la profession connaît les grands sujets, mais la taxe de séjour est un véritable sujet dans la mesure où, on le sait bien, les collectivités locales ont besoin d'argent. Le contexte budgétaire et financier de notre pays est désormais bien connu. On va évidemment regarder avec attention le projet de loi de finances qui va être présenté dans les tout prochains jours pour s'assurer qu'il n'y ait pas de modification radicale de la taxe de séjour. Mais c'est vrai qu'on est vraiment rattrapé par la patrouille tous azimuts avec cette taxe de séjour. D'une part, on constate que les tarifs, que beaucoup de communes ont voté les tarifs plafonds depuis quelques années. Je rappelle que depuis 7 ans, la collecte nationale globale de la taxe de séjour est passée d'un peu plus de 200 millions d'euros à 500 millions d'euros. Et quand on écoute les intentions d'un certain nombre d'élus, ils aimeraient bien la porter à 1 milliard d'euros. Ce qui fait que ça pourrait dégrader la compétitivité prix de notre secteur, pas seulement des campings, mais également des hôtels, des villages de vacances. Il faut bien rappeler aux décideurs publics de notre pays que augmenter la taxe de séjour de manière inconsidérée va dégrader la compétitivité prix, renchérir le coût des séjours et donc dégrader le taux de départ en vacances des Français les plus modestes. Donc c'est un mauvais calcul pour le secteur, mauvais calcul pour leur territoire aussi. Et on voit que les départements qui ont la possibilité depuis de nombreuses années, depuis une vingtaine d'années environ, un peu moins de 20 ans, d'opter pour la taxe de séjour additionnelle de 10%, sont de plus en plus nombreux à opter, que une taxe additionnelle supplémentaire départementale de 20% devrait être votée également au profit des pompiers, des SDIS, qu'il y a dans certaines régions des taxes de séjour régionales qui ont été votées de 34%, qui s'ajoutent à la taxe votée par la commune ou l'intercommunalité, qu'on entend même d'ailleurs une volonté de créer un fonds d'adaptation au changement climatique pour permettre aux collectivités de financer un certain nombre d'équipements dont on comprend la légitimité évidemment, mais qui pourraient être assis aussi sur la taxe de séjour. Et puis on constate également que dans certaines communes très minoritaires, le passage du réel au forfait est acté, avec une utilisation quelque peu optimisée des variables fiscales, ce qui fait que certains campings ont vécu une multiplication par 7 ou 8 de la taxe de séjour. Donc tout ça cumulé inquiète de nombreux campings, inquiète la profession et pourrait encore une fois dégrader le taux de départ en vacances de nos compatriotes les plus fragiles. Donc il nous semble que c'est un très mauvais calcul. On en a parlé avec la ministre et on va veiller à ce que, évidemment, tous ces risques ne se traduisent pas dans les faits. D'accord, ouais, peut-être qu'ils sentent que le secteur se porte bien. En tout cas, ils ont cette perception-là et donc ils viennent gratter pour le SDIS, par exemple. C'est ça un peu la perception. En fait, il y a deux phénomènes, si on veut se parler entre nous cash. Il y a évidemment un besoin légitime des collectivités qui ont des difficultés financières, on le comprend. Mais aussi, il est plus facile de taper sur le touriste, de taper sur l'électeur, puisque le touriste ne vote pas. Et donc augmenter la taxe payée par les touristes
C'est politiquement un peu plus aisé, mais c'est encore une fois un très mauvais calcul, surtout dans les territoires au sein desquels le tourisme est l'activité principale. D'accord. J'ai un sujet, pour le coup, on vient de Biarritz, donc ça nous est cher. J'ai entendu parler aussi qu'il y avait une actu sur le surtourisme, en tout cas un sujet dont tu étais sensible. Est-ce que tu peux aussi m'en dire plus? Oui, alors le surtourisme, c'est désormais maintenant presque une vieille lune, puisqu'on en parle depuis quelques années. Les journalistes de la presse grand public aiment bien évidemment remonter le sujet. Ça permet de créer une dynamique pendant la période de haute saison. Bon, la réalité, soyons clairs, le surtourisme, enfin les pics de fréquentation plus exactement, très localisés géographiquement mais également temporellement, ça existe. Par contre, ça touche très peu de territoires en France et c'est souvent des micro-territoires. Quelques villages extrêmement touristiques, quelques espaces naturels particulièrement sensibles. Il existe des solutions d'ailleurs qui ont été portées par l'ancienne ministre du Tourisme pour arriver à aider les collectivités à mieux gérer les flux touristiques. Certains d'ailleurs également à l'étranger ont des solutions extrêmement efficaces pour le piloter. Par contre, sous-entendre qu'il y a des pics de fréquentation sur tout le territoire national et que la plus grande partie de la France est couverte de surtourisme, c'est évidemment totalement faux. Là où c'est très dangereux, c'est que ça donne des arguments potentiellement mortifères aux ennemis du tourisme, qui ne sont pas peu nombreux, mais qui sont de plus en plus nombreux, à commencer par les habitants de territoires très privilégiés, qui ont une belle maison dans un espace très sympathique, et qui préféraient évidemment qu'il y ait zéro touriste dans cet espace. Sauf que souvent ces territoires ont pour principale activité économique l'activité touristique, et donc sous-entendre qu'il y a trop de touristes, sous-entendre qu'il va falloir baisser la fréquentation touristique, ça peut avoir des effets délétères. Et on commence à le voir très concrètement, notamment dans les plans locaux d'urbanisme, où certains élus, notamment certains services déconcentrés de l'État aussi, prennent des initiatives pour interdire l'installation d'hébergements locatifs, pour interdire l'aménagement de piscines, en partant du principe que ces améliorations qualitatives dans les campings vont augmenter la fréquentation touristique. Ce qui nous semble être une folie, dans la mesure où la France perd des parts de marché par rapport à d'autres pays qui nous environnent, à commencer par l'Espagne, qui est le premier pays d'Europe désormais depuis quelques années pour la fréquentation des hébergements collectifs. Donc sous-entendre qu'il y a du surtourisme en France, c'est se tirer une balle dans le pied pour faire de la France une grande destination touristique, ce qu'elle est, mais ce qu'elle pourrait être encore plus dans les années qui viennent, pour le plus grand plaisir de notre pays, puisque, comme vous le savez, on a une balance commerciale, une balance des paiements déficitaire, que le tourisme est excédentaire sur le plan de la balance commerciale et de la balance des paiements, et pourrait l'être encore plus, ce dont notre pays aurait bien besoin par les temps qui courent. D'accord, super intéressant. Je vois que il y a des gardiens du temple et c'est important en tout cas de pondérer tous ces propos et tu es là pour ça. Est-ce que tu as un petit mot pour le salon Atlantica à Niort, voilà, sur lequel on manque pas d'eau? Eh bien, c'est un salon qui est toujours aussi beau, toujours bien fréquenté. C'est avec le 7, évidemment, le premier salon de France. Il est absolument indispensable. Beaucoup de gestionnaires de camping aiment bien s'y retrouver après l'été pour profiter également souvent d'un week-end sympathique en cette toute fin de saison. Il y a toujours autant de fournisseurs évidemment motivés pour venir proposer les nouveautés à la profession. J'en profite pour remercier d'ailleurs les fournisseurs de taille plein air, car c'est votre créativité, c'est votre innovation, enfin vos innovations très nombreuses qui permettent justement au secteur d'être toujours dynamique et de proposer des nouveautés aux clients de façon à préserver évidemment ses parts de marché et son dynamisme bien connu. Très bien. J'ai juste une dernière question sur l'IA. Est-ce que alors c'est question piège parce que je te l'avais pas dit. Comment tu vois l'arrivée de l'IA dans l'HPA? Et voilà, nous on a une actu brûlante qui va bientôt sortir, qui est d'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 22 octobre à 10h30 pour découvrir cette actu sur l'IA. Quelle analyse tu en portes et penses-tu que ça peut aider les gestionnaires de camping dans leur commercialisation, dans leur opération au quotidien? Alors, il faut évidemment se préoccuper de l'IA. C'est un phénomène, une révolution mondiale, d'après ce que disent les spécialistes. Alors, je ne suis pas moi-même un spécialiste, donc je ne me lancerai pas dans une analyse précise du phénomène. Il est clair qu'il va falloir s'emparer du sujet. C'est déjà le cas. Il y a des webinaires qui sont organisés. Le sujet important, me semble-t-il, en matière d'intelligence artificielle, c'est d'arriver à faire toucher du doigt aux gestionnaires de camping des applications pratiques dans leur établissement. Parce qu'on a tous des idées évidemment très concrètes de ce que peut être l'intelligence artificielle. On sait notamment que les comptables, les journalistes, les avocats sont déjà disruptés par l'IA.
Dans le camping, c'est un peu moins évident. Alors, on sait qu'on peut répondre aux avis consommateurs grâce à l'IA. Bon, il y a des applications très pratiques. Mais je pense que les gestionnaires de camping français, ou européens d'ailleurs, n'ont pas identifié l'ensemble des applications très concrètes. Et le rôle des spécialistes comme Geek Tonic, par exemple, sera sans doute de les éveiller sur toutes ces solutions possibles. Voilà, donc pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous le 22 octobre à 10h30 parce qu'en effet, nous avons une solution qui va sortir là-dessus. Je te remercie, Nicolas, pour cette interview. Je vous rappelle que tous les podcasts et interviews sont disponibles sur YouTube gratuitement et sur les plateformes d'écoute Apple Podcast. N'hésitez pas à les suivre, à nous mettre des commentaires, des likes. On va faire plus d'actu comme ça. Merci Nicolas, très bon salon. Salut Johan, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un Geek Tonic.